Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés ce mois-ci pour nous accompagner, Didier Bruno. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ensemble, on parle ? On va parler de réindustrialisation. Il y aura la question de l'internaute. Voilà, sur le département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk. Le Doge aux États-Unis. On verra ça dans un instant. Notre dossier s'intéressera au marché de l'immobilier d'entreprise en Isère. Les bureaux, les commerces, les locaux industriels trouvent-ils preneurs ? Y en a-t-il suffisamment de disponibles ? Les réponses sont contrastées et l'enjeu de taille pour la santé économique de la région. À la rubrique innovation, une chaudronnerie industrielle qui se réoriente vers l'aménagement de containers maritimes. C'est Cap Container à l'île d'Abo. Et puis focus sur un constructeur automobile ici en Isère. Oui, chez nous, précisément à Tullin, où Devalier produit des roadsters au look vintage, rappelant les années 50. Des véritables petits bijoux de mécanique made in France qui raviront les passionnés de conduite. C'est aussi une aventure industrielle qui s'appuie sur l'expertise d'une société spécialisée en tôlerie fine, découverte dans un instant. La réindustrialisation de notre pays, un enjeu économique à plus d'un titre, porteur d'emploi et de croissance, mais aussi de souveraineté nationale. Un temps mis à l'écart, l'industrie doit reprendre toute sa place, notamment pour accélérer la transition écologique ou encore pour saisir toutes les opportunités dans les filières d'avenir. Les défis sont de taille. Didier, à quelles conditions est-ce qu'on peut réussir la réindustrialisation de nos territoires ? Alors, Christophe, vous l'avez dit, mais je vais le repréciser. Si on refait un petit peu d'histoire, on se rend compte que la France a été un des pays où le processus de désindustrialisation a certainement été le plus poussé, à l'exception peut-être de la Grande-Bretagne. Les États-Unis aussi, on le sait beaucoup moins, mais se sont désindustrialisés à peu près au même rythme que la France. L'industrie représentait 40%. De notre 25% de notre valeur ajoutée en 1970 et aujourd'hui représente 14%. Donc il y a vraiment eu une vraie désindustrialisation pour des raisons, j'allais dire, très certainement théoriques, économiques, idéologiques, un rapport à l'industrie peut-être un peu compliqué en France, enfin plein de raisons. Mais en tout cas, ça a été assez profond. Le premier quinquennat du président Macron a remis le sujet de la réindustrialisation sur le tapis. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, là aussi, les modes changent, heureusement, que l'industrie, ça apportait beaucoup de choses, ça apportait de la richesse à un territoire. L'industrie, c'était pas Zola. L'industrie, c'était un secteur créateur de richesse. Ça permettait, j'allais dire, de dépasser les sujets de souveraineté. Ça permettait de réduire les déficits de notre balance commerciale, ça permettait de très certainement participer à la transition, comme vous l'avez très bien dit, climatique. Donc il y a eu une vraie prise de conscience qui a été accélérée avec le Covid. Et là, derrière, sont venus les sujets de souveraineté. Bien sûr, on s'est rendu compte pendant le Covid que les circuits internationaux ont été grippés. Donc c'est très important de pouvoir travailler plus sur un mode d'économie circulaire et de réindustrialiser autour des territoires plutôt que d'aller acheter à un seul fournisseur au fin fond de tel ou tel pays. Donc là, il y a eu une vraie prise de conscience. Et puis, il y a eu la prise de conscience de la souveraineté sur les médicaments, etc. Et comme l'histoire s'accélère, on se rend compte que le sujet de la réindustrialisation apparaît de façon très forte depuis quelques jours, quelques mois, autour du réarmement des pays européens. Voilà, donc on est en plein au cœur de ce processus de réindustrialisation. Les conditions, c'est pas simple de réindustrialiser, c'est facile de le dire, mais derrière, il faut une volonté politique, c'est très important.
Et il y a eu de la volonté politique entre le plan France 2030, 50 milliards qui ont été, alors pas que pour l'industrie, mais une partie était réservée pour l'industrie, la création des territoires d'industrie, à peu près 180 en France, dont 18, je crois, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu beaucoup de dispositifs sur l'alternance, etc. Donc beaucoup de choses. Mais les conditions, ce sont des conditions de foncier. Il faut que les entreprises puissent s'installer quelque part, c'est pas simple toujours, quand on parle des sujets de zéro artificialisation nette, etc., qui était, je vais dire, un dispositif assez contraignant, certainement utile, mais assez contraignant, et donc que les sénateurs et le gouvernement sont en train de revoir. Il y a le sujet des compétences fondamentales. Il fallait qu'on retrouve des compétences au niveau de nos universités, nos écoles d'ingénieurs, nos écoles de commerce, parce qu'il faut ramener les jeunes vers l'industrie. Formés pour recruter, évidemment. Et puis, tous les sujets d'infrastructure. On le sait bien, faire venir des industries, faire venir des familles, etc. Il faut du logement, il faut des écoles, il faut du service public, il faut des infrastructures. Bref, c'est une forme de réaménagement du territoire dans ce que ça a de plus noble. Et je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans ce moment particulier. Mais vous l'avez dit, un des enjeux, c'est aussi le financement. Alors certes, il y a eu des grands plans de financement, mais ça ne fait pas tout. Oui, alors le financement, j'allais dire, c'est souvent ce qu'on dit. On dit, oui, mais on bute sur des problèmes de financement. Les financements, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. L'État, je vous parlais de France 2030, je vous parlais des dispositifs européens, des grandes institutions en France, comme la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, la BPI et les banques commerciales traditionnelles, je représente la Caisse d'épargne, ont des moyens à disposition pour aider cette réindustrialisation. Mais le vrai sujet, c'est de trouver les bons projets, de bien les aligner par rapport à toutes les contraintes que j'ai énumérées tout à l'heure, et ensuite de lancer ces projets et de faire en sorte que ces projets, il y ait une forme de complétude jusqu'au bout. Et ça, c'est pas simple. Le processus industriel est un processus compliqué, mais il faut s'y atteler dès maintenant. Et je pense qu'avec l'histoire récente, il va y avoir une accélération de formes de réindustrialisation dans nos territoires. Oui, vous en parlez. L'actualité de ces dernières semaines, quand même, remet ce sujet au cœur des débats, parce qu'il y a un élément important pour la réindustrialisation, c'est la stabilité. Est-ce que ce qu'on observe à l'échelle internationale, les bouleversements géopolitiques récents, sont de nature à infléchir ou à rendre plus compliquée cette réindustrialisation? Là, il y a 2 temps, en fait. Parce qu'on aurait fait cette émission il y a 4-5 mois. Moi, j'aurais été, non pas pessimiste sur la réindustrialisation, mais les sujets de dissolution, les sujets politiques et tout, on aurait senti que les choses étaient, j'allais dire, plus lentes à vraiment se concrétiser et que les priorités allaient être ailleurs. Il y avait aussi des données très objectives. Et très souvent, quand on voyait des chefs d'entreprise, leur préoccupation majeure, c'était ce qu'ils anticipaient sur les évolutions du commerce international. Et donc, beaucoup de priorités n'étaient pas de se réindustrialiser en France, mais d'aller acquérir des entreprises aux États-Unis, où les courants étaient très porteurs, et en Asie notamment. Ensuite, il y a eu des éléments conjoncturels. C'est sûr que le coût de l'énergie, ou l'instabilité du coût de l'énergie. Un pays comme la France, où certaines normes, on va le dire, ou même au niveau européen, sont peut-être plus encadrantes, plus sévères, notamment sur la transition climatique. On est en train un petit peu de revoir tout ça. Faisait que des chefs d'entreprise disaient la réindustrialisation, oui, on est patriotes et nos chefs d'entreprise sont très patriotes, mais le coût de l'énergie, le coût du travail et je veux dire les coûts associés aux formalités administratives faisaient qu'ils choisissaient d'autres zones plus porteuses. Donc il y a eu ce petit moment d'arrêt. Ça, c'était il y a 4 mois. Et maintenant ? Et maintenant, on revient donc, et on va voir ce que ça va donner, puisque maintenant, il y a des secteurs, notamment tous les secteurs autour de la souveraineté, la souveraineté militaire et puis la souveraineté autour, connexe aux militaires, qui vont devoir se redévelopper. Et donc, on va certainement assister à une nouvelle phase de réindustrialisation. Et notre région, je pense, est extrêmement bien positionnée parce que notre région est une région industrielle. Je ne l'ai pas dit, mais dans la désindustrialisation, la région Auvergne-Rhône-Alpes a gardé des capacités importantes, a gardé des ETI familiales en nombre très important, a gardé des compétences aussi éducatives sur l'industrie. Et puis, je pense qu'on aime bien l'industrie dans notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous rendre
optimiste pour nos territoires. Merci Didier. Quelque chose me dit qu'on va revenir sur certaines de ces notions dans un instant avec notre invité suivant. En tout cas, pour ce défi de la réindustrialisation, et vous l'avez évoqué, on évoque bien sûr souvent les grands défis, les grands groupes et les gigafactories, mais il ne faut pas oublier les PME, les PMI, les ETI que vous venez de citer, qui seront aussi essentiels à ce renouveau industriel sur les territoires. Loger une activité est une étape stratégique dans la vie d'une entreprise. Où s'installer, sur quelle surface, dans quel environnement, à quel coût, comment imaginer les évolutions possibles, autant de casse-tête auxquels il faut réfléchir. Mais comment se porte l'offre? Les bureaux, les locaux industriels, les commerces sont-ils suffisamment nombreux, budgétairement abordables, physiquement accessibles? Le marché est très contrasté, va nous dire notre invité. Hugues de Villard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de la FNAIM en Isère, délégué à l'entreprise. Vous avez sorti un état des lieux assez complet sur l'année 2024 et on va le passer en revue. Quelques tendances générales quand même sur ce marché de l'immobilier d'entreprise, avec un monde du travail qui a beaucoup évolué et qui entraîne évidemment une évolution de la demande. Alors c'est surtout pour la partie bureau, où effectivement le monde du travail a changé. J'imagine la Caisse d'épargne a fait comme tout le monde dans les bureaux. Après le Covid, qui a mis 100% de la population à travailler chez soi, il a été difficile de faire revenir les salariés en entreprise. Et les entreprises, plutôt que d'avoir des bureaux vides, sont passées en ce qu'on appelle les bureaux partagés. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre bureau attitré, mais vous vous mettez sur un poste qui est disponible. Et ce qui fait gagner de la place. Et donc, qui dit gagner de la place, dit on réduit et on restitue aux propriétaires la place que l'on a en trop. Donc, on a une augmentation du stock et une baisse des demandes des nouveaux locataires. Donc des surfaces de bureaux plus petites, voilà, c'est la demande. Il y a également une attention particulière sur le bien-être des salariés. On a vu apparaître ici, à côté des bureaux, des salles de méditation, des salles de bien-être, des espaces extérieurs. Vous le sentez ? Très fortement. En fait, on veut moins grand, mais mieux. Parce que ce que je disais, c'est qu'il faut faire revenir les salariés au travail. Et que si on reste avec des bureaux des années 90, ancienne génération, qui ne sont pas très attractifs, on aura du mal. Donc on amène tout un tas de services, des coins, ce qu'on appelle collaboratifs, avec des canapés, où on va faire une réunion, non pas dans une salle fermée, mais autour d'un canapé, un coin restaurant ouvert, une corbeille de fruits qui est offerte par l'entreprise le matin pour les salariés, des jus d'orange, voilà, tout un tas de services connexes, une conciergerie, donc quelqu'un qui va venir une fois par semaine chercher pour le pressing ou le cordonnier. Une crèche. Oui, une crèche, tout à fait. Une crèche. Autre élément qu'on voit apparaître maintenant et qui intègre d'ailleurs souvent la politique RSE des entreprises, c'est des locaux qui soient écologiquement irréprochables. Donc les entreprises déménagent aussi dans ces bureaux, on va dire, plus modernes et plus écologiques et plus responsables. Parce que l'une des difficultés, c'est un petit peu moins vrai en ce moment, ça a été l'embauche des salariés. Et quand vous embauchez notamment des jeunes, ils sont très portés sur que fait l'entreprise pour l'écologie. Donc si on est dans un immeuble énergivore, ce sera un repoussoir. Ce sera un repoussoir. En plus, les entreprises cotées sont notées sur leur note RSE. Donc voilà, c'est une demande, on va dire, qui est quasi générale. Et on le verra, ça influe évidemment sur l'offre dans le neuf. C'est évidemment essentiel. Donc globalement, la demande se tourne vers des configurations, des bâtiments plus modulables, vers aussi des options de location à plus court terme. C'est ce que vous observez ? Alors, plus court terme, oui, parce qu'il y a de l'offre et que les difficultés des entreprises... la difficulté des entreprises, c'est d'avoir de la visibilité sur leur carnet de commandes. Tout va beaucoup plus vite et tout est plus rapide. Donc, de se projeter, commander un bâtiment aujourd'hui qui sera construit et livré dans 2 ans et en plus s'engager, parce que le bailleur, il ne va pas accepter un bail de 1 an, il demande un bail ferme de 6 ans. Donc, 2 ans de construction plus 6 ans, ça fait 8 ans
quelle est l'entreprise qui connaît son carnet de commandes dans 8 ans? J'en connais très peu. Donc on gagne les 2 ans. Donc les entreprises attendent que les bâtiments soient livrés pour pouvoir signer. Et pour gagner en agilité. Donc, quoi qu'il en soit, et on l'évoquait tout à l'heure avec Didier, c'est un marché, ce marché de l'immobilier d'entreprise, qui est très lié à la conjoncture, à la stabilité de la conjoncture. Tout à fait. Les déménagements de sociétés se font quand il y a une fusion de 2 sociétés en une. Il faut ramener les 2 équipes sur le même site, mais surtout quand il y a une croissance de l'activité. On embauche, donc il faut bien loger les nouveaux arrivants et donc on en profite pour déménager. Alors faisons un petit peu le tour, typologie par typologie. On va commencer par les bureaux d'entreprise. En 2024, la demande a baissé de 24% par rapport à 2023. Quand je dis baisse, on peut parler d'une chute à ce stade-là. Alors, c'est une double chute parce que déjà 2023 était bien inférieur à 2022. Donc on a par rapport à la moyenne décennale, on est près de moins 40%. Donc on a un très faible niveau de commercialisation en ce moment, qui est dû à ce que Didier Bruno disait tout à l'heure. Il y a eu les élections, la dissolution qui a mis les entreprises en arrêt, en attentisme, et ils attendent de voir comment va réagir l'économie avant de s'engager. Comme je disais, pour 6 ans, un déménagement, c'est comme un salarié qui doit déménager. Il déménage, c'est un achat qu'il va faire pour long terme, il va faire un emprunt sur 15 ou 20 ans. S'il sent que son entreprise, on parle peut-être de licenciement ou qu'elle ne va pas très bien, il va repousser. Il ne va pas annuler son projet, mais il va le repousser. Et nous, c'est la même chose en entreprise. Alors, quelles sont les demandes? Alors, des surfaces plus petites, vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant du flex office. Est-ce qu'on s'oriente plutôt vers le neuf, vers l'ancien? J'imagine que le neuf tient le haut du pavé. Alors, le neuf tient le haut du pavé, oui, dans la volonté. Après, tout le monde n'a pas les moyens du neuf. C'est un peu comme les voitures. On aimerait tous avoir une belle Ferrari neuve, mais tout le monde n'a pas les moyens. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de Ferrari ici, attention, mais c'est pour la deuxième partie de l'émission. Et donc, c'est quand même un tiers des commercialisations, ce que nous, on appelle la demande placée. Elle part sur le neuf et les 2 tiers sur l'ancien. Il y a une chose qui ne part pas du tout, c'est l'ancien. L'ancien qui a plus de 20 ans, on n'arrive plus à le commercialiser. Plus une entreprise ne souhaite déménager. Oui, évidemment pour des questions écologiques et de coûts au final. Et de coûts aussi, oui. Bien évidemment. Vous parliez de prix, les bureaux, quels sont les tarifs? On a des fourchettes? Alors, les bureaux neufs, on est entre 170 € et 195 € du mètre carré par an et par mètre carré. Et en prix de vente, on est entre 2500 et 3000 € du mètre carré. Ça reste assez stable. C'est stable, ça ne bouge pas. Ça a tendance un tout petit peu à monter parce que les normes de construction sont tellement élevées, sont de plus en plus élevées, donc les coûts de construction sont automatiquement plus élevés et il faut bien que quelqu'un paye. Donc peu de transactions pour les bureaux, j'entends bien, et parallèlement, une production de bureaux qui s'est accélérée. Alors, il y a une production de bureaux qui s'est accélérée parce que, en fait, pour construire des bureaux, il faut trouver un terrain, faire le montage de l'opération, faire les plans, trouver son financement, avoir son permis. Avoir son permis, c'est déjà 6 mois. Donc, vous voyez les délais. Et quand on a fait tout ça, on cherche éventuellement un investisseur avant, ou on le lance, que nous on appelle en blanc, c'est-à-dire sans client. Et puis après, il y a 2 ans de construction. Et malheureusement, tous les bâtiments... les livraisons sont arrivées cette année, donc il y a un engorgement du marché cette année, et l'année prochaine, il va y avoir un seul bâtiment qui est d'ailleurs construit, et la propriété de la Caisse d'épargne, le People Connect, qui va être un très beau bâtiment sur la presqu'île. Non, mais ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'offres et très peu de demandes, c'est ce que j'entends concernant les bureaux. On a 42 000 m² de stock de bureaux neufs, alors que la demande commercialisée, la demande placée, a été de 37 000 m², et dont 11 000 m² de neuf. On voit bien effectivement le déséquilibre. Intéressons-nous au commerce. Alors l'année 2024 a été marquée par l'arrivée de Nerpic, donc on va exclure les centres commerciaux. Si on exclut les centres commerciaux,
finalement, l'année pas si mauvaise que ça pour les commerces. Oui, elle n'est pas si mauvaise que ça parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi. Le taux de ce que nous on appelle le taux de vacances et le pourcentage de locaux vides dans le centre-ville est de 12%. Il était il y a quelques années de 7%, donc il a presque doublé. Et donc les propriétaires se rendent compte qu'il faut faire quelque chose et quand on a un client, il faut baisser son loyer. Et donc en baissant le loyer, on a une nouvelle typologie de clients qui viennent. On a moins de belles enseignes nationales qui viennent en centre-ville parce qu'elles sont parties sur les centres commerciaux de périphérie. Mais ça peut servir les indépendants, du coup. Mais exactement, les indépendants, les restaurateurs, les magasins un peu écologiques, de réemploi, trouvent leur place. Intéressons-nous maintenant aux locaux d'activité. Et là, on reviendra sur la question de la réindustrialisation dont parlait Didier tout à l'heure. 2024 a été, pour les locaux d'activité, une année excellente, avec beaucoup de mètres carrés commercialisés. Mais attention, vous nous dites, il faut faire attention, c'est un peu un trompe-l'œil. Oui, effectivement, c'est un peu un trompe-l'œil parce qu'on a eu 2 méga transactions qui ont faussé un peu les chiffres. Donc on arrive à 160 000 m². Habituellement, on commercialise plutôt de l'ordre de 120 000 m². Donc on est largement au-dessus. Mais il y a 2 transactions qui font à peu près 60 000 m², qui sont 2 transactions pour la réindustrialisation, justement. La première, c'est Framatome, sur un peu plus de 20 000 m², sur l'ancien site de Schneider à Montbonneau, et qui va regrouper 6 sites en un, et pour les constructions des centrales nucléaires, les nouveaux EPR. Et la deuxième transaction, c'est le site d'HP à Ebens, à côté de l'Alpexpo, où là, il y a eu un peu plus de 30 000 m² de commercialisés, un opérateur, un Français, mais de Dubaï, qui s'appelle Data One, et qui va faire un data center et transformer les... Mais on revient aux limites de l'exercice, où en France, on a une lourdeur administrative vraiment importante, et ce client, pour le data center, va investir 150 millions d'euros pour commencer. À terme, il va investir 800 millions d'euros. Alors, c'est surtout un fonds des Émirats arabes unis qui va investir, et lui, il va être l'opérateur. Et ils viennent ici parce qu'on a de l'énergie verte avec les barrages hydrauliques et de la puissance électrique. Mais la difficulté qu'il avait, il est à Ebens, il est sur une boucle où il a déjà un data center avec de l'électricité. Il a besoin de plus de puissance et se raccorder. Et RTE lui a donné un délai de 3 ans. Dans 3 ans, il sera déjà reparti, j'exagère, mais il faut aller beaucoup plus vite. Heureusement, il y a eu un congrès il y a quelques semaines qui a modifié la loi pour un peu comme Notre-Dame pour aller plus vite, et il va pouvoir avoir plus rapidement son électricité. Autrement, on n'y arriverait pas. Vous évoquez une question essentielle, et on revient encore une fois aux questions de réindustrialisation, c'est l'environnement, économique qu'on offre. Et là, contrairement aux bureaux, pour les locaux d'activité industrielle, on n'a pas d'offres. On a très peu d'offres, très peu de stocks, et vous nous dites qu'il faut absolument trouver du foncier pour faire des zones d'activité. Alors, pour le bureau, on a 4 ans de stock, donc c'est énorme. Et en locaux d'activité, on n'a que 4 mois de stock, c'est-à-dire rien du tout, d'autant plus que les locaux d'activité, locaux industriels, il y en a qui ont besoin de hauteur, certains qui ont besoin de ponts roulants, d'autres, celui qui travaille dans l'électronique, il ne faut surtout pas de hauteur. D'électricité, pour ce que vous avez évoqué. Et donc, il faut avoir un panel de choix, et on n'a pas beaucoup de choix. Alors, quand on n'arrive pas à trouver, on construit. Mais pour construire, il faut des terrains, et on n'a pas de terrain. Et puis la loi d'artificialisation, encore une fois, on revient, la loi ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, contraint de plus en plus et limite le foncier destiné à l'industrie. Tout à fait. Alors, la loi ZAN, on ne la ressent pas encore, mais en revanche, on ressent la lourdeur administrative de lancer des zones industrielles. Je vous donne un exemple qui est dans Grenoble, le site Alibert qui a dû préempter la métropole il y a à peu près 12 ans, va voir sa commercialisation en début 2026, donc au bout de 13 ans. Oui, Didier, ça fait écho effectivement à ce que vous nous disiez, hein, c'est des lourdeurs qui effectivement ne facilitent pas l'industrie en l'occurrence et la réindustrialisation aussi du coup.
Oui, tout à fait. Je pense que je reviens sur cette idée qu'il faut que les choses soient alignées pour que le processus aille jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait le foncier, il faut qu'il y ait les compétences, il faut qu'il y ait les services publics qui suivent, et il faut qu'il y ait les financements qui suivent. Il faut une complétude de l'ensemble. Et comme le dit très bien Hugues, tout ça prend beaucoup de temps à un moment où les chefs d'entreprise ont quand même besoin d'être extrêmement souples, malins, opportunistes, et où il n'y a plus la visibilité qu'il y a pu avoir à certaines périodes de notre histoire. Voilà, et depuis le Covid, quand vous regardez l'instabilité entre les sujets d'inflation, de taux d'intérêt, d'énergie, la géopolitique, les problèmes de recrutement qui se sont un petit peu calmés, mais le rapport au travail qui a quand même durablement changé, ça fait énormément de facteurs déstabilisants sur la tête de nos chefs d'entreprise. La stabilité et la nécessaire agilité, voilà 2 éléments importants, on le répète souvent ici. Vous nous avez apporté un nouvel exemple. Hugues de Villard, merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce plateau. Repositionner son activité pour profiter de nouvelles opportunités, c'est ce qu'a fait une entreprise de chaudronnerie industrielle devenue Cap Container à l'île d'Abo. Cette PME d'une 20aine de salariés transforme des containers maritimes pour en faire des bureaux, précisément des boutiques ou même des salles de classe. Reportage. Rien ne se perd, tout se transforme. Une formule qui a été prise au pied de la lettre par Claude Nassau, qui depuis 2017 dirige son entreprise Cap Container à l'île d'Abo. Son objectif ? Recycler les conteneurs pour les transformer en équipements utiles, mobiles et bon marché. Alors, notre matière première, c'est le conteneur maritime. Donc, c'est du conteneur de réutilisation. Et ensuite, on le met en atelier, on le transforme sur différentes formes. Donc l'événementiel, l'industrie, l'immobilier, le bâtiment. Plusieurs chaudronniers et ouvriers soudent et découpent toute la journée pour permettre de transformer ces boîtes métalliques sombres en des lieux de vie, de travail ou de stockage parfois surprenants. Après l'électrification, la ventilation, l'ameublement et la décoration, il est même difficile de percevoir que l'on se trouve encore dans un container. Pourtant, ces pièces à l'apparence banale peuvent se déplacer au bon vouloir et l'entreprise est capable de les produire en seulement 2 mois de travail. Tout dépend des projets, bien sûr, pour le délai de fabrication et l'intégration qu'on doit faire à l'intérieur. On travaille tout le projet, on propose un accompagnement intégral à nos clients, c'est-à-dire on travaille depuis le design, la conception, la fabrication, l'intégration et la livraison et montage quand il y a plusieurs modules au système ensemble. Notre dernière réalisation s'agit de la construction d'un bâtiment 100% sur la base des conteneurs maritimes. C'est une extension d'école dans laquelle on a pu fabriquer 5 salles de cours supplémentaires pour l'école. Avec une utilisation dans le monde toujours grandissante, les containers maritimes usés sont devenus une manne peu chère et extrêmement accessible. Les procédés de transformation se sont alors rapidement développés il y a 20 ans et aujourd'hui, la demande n'a jamais été aussi forte. Cap Container vend et loue ses équipements à des clients partout en France qui peuvent ensuite les redéployer où bon leur semble. Ça, c'est un plan de travail, bien sûr. Les bureaux, il faut qu'ils soient placés. Il y a un poste de travail ici, un poste là et un poste là-bas. Ce conteneur doit être livré dans une quinzaine de jours. En 2024, l'entreprise est devenue l'un des lauréats du prix décerné par Isère Attractivité dans la catégorie Engagement responsable. Une belle récompense pour un succès bien à flot. Et Cap Container assure un tiers de son activité à l'international et compte encore se développer, en particulier du côté de l'Asie. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Samuel veut savoir ce qu'est le Doge aux États-Unis. Alors, le département de l'efficacité gouvernementale, dont on a beaucoup parlé, était une des promesses du candidat Trump, et il l'a mis en œuvre. Donc, c'est une initiative temporaire. Ce n'est pas un département fédéral, parce que pour que ce soit un département, il aurait fallu que ce soit validé par le Congrès. Donc, initiative temporaire qui a été confiée à Elon Musk, personne très médiatique, avec des objectifs assez clairs, réduction des coûts, réduction de tout ce qui est régulation, tout ce qui est, complexité administrative, et introduction dans les budgets, les agences fédérales, des nouvelles technologies. Voilà, sur la réduction des coûts, Elon Musk a annoncé 2000 milliards
de réduction de coûts possible. Donc, c'est un département qui va aller travailler sur l'ensemble, il va auditer l'ensemble des agences fédérales. 2 remarques par rapport à ça, au-delà du bruit et de la fureur qui a beaucoup entouré ce département. Il y a d'autres pays aussi qui ont mis en œuvre cette thématique-là. L'Argentine, elle aussi, avec beaucoup de bruit et de fureur. Mais au-delà de ça, c'est quand même un sujet qui est assez récurrent. Je veux dire, il y a toujours eu, et avant le président Trump, il y a toujours eu des remises en cause du poids du budget fédéral, etc. Et dans beaucoup de pays aussi, il y a toujours eu des demandes de mieux contrôler l'efficacité de nos services publics, etc. Voilà, et je pense, en guise de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas non plus complètement idiot, que l'on soit dans des organisations privées ou publiques, de travailler régulièrement, de remettre sur le tapis, j'allais dire, le sujet de l'efficience, de l'efficacité, de notre mode de fonctionnement. Voilà, là, c'est fait de façon un peu... médiatiquement spectaculaire. Médiatique parce que c'est dans un contexte très, très particulier. Mais en tout cas, c'est une initiative qui, j'allais dire, fait parler beaucoup d'encre aussi, mais fait aussi réfléchir. Voilà pour ce département de l'efficacité gouvernementale, ce DOGE. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Une authentique voiture de sport à l'ancienne, raffinée, performante, au look néo-rétro, rappelant un peu les années 50. C'est la Mugello, produite en Isère par Devalier. Ce concepteur et fabricant d'automobiles d'exception est né de la rencontre de quelques passionnés et aussi du savoir-faire d'un industriel basé à Tullin. Alors tous en voiture avec Hervé Vallier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, PDG de Devalier et de Sory, une entreprise dont on va parler dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous parce qu'on va découvrir un véritable petit bijou. Devalier, ce fabricant de voitures d'exception, et donc Sory, qui est une entreprise familiale, spécialiste de tôlerie fine et qui fait du mobilier de rangement pour les professionnels, pour ranger des outils, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je dirige la société Sory depuis une quarantaine d'années. Donc, on est des experts en tôlerie fine et j'ai spécialisé l'entreprise dans tout le rangement de l'outillage pour les utilisateurs professionnels. Donc, on fait du rangement pour les utilisateurs professionnels qui vont travailler sur chantier, donc tout ce qui se transporte, les coffres à outils, coffres de chantier, coffres de travaux publics. Le rangement pour les utilisateurs professionnels qui travaillent dans les ateliers. Donc ça, c'est ce que j'ai développé aussi dans les années 90. Donc là, c'était les établis, les armoires de rangement d'outillage et les servantes d'atelier. Les servantes d'atelier. J'ai découvert ce mot, donc n'allons pas trop vite. Voilà, c'est les petits meubles à tiroir dans lesquels on range tous les outils. On voit très bien. Donc c'est des produits qui sont en très fort développement actuellement. Et après, le rangement entre les deux, donc l'aménagement de véhicules utilitaires. Donc, on ne fait que la production de ce qui va dans le véhicule, on n'installe pas le véhicule. Ça passe à travers des installateurs qui sont spécialisés là-dedans. Bon, une entreprise Sory d'une 50aine de salariés, à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a beaucoup investi ces dernières années pour se moderniser, pour faire face précisément à la concurrence asiatique. Oui, exactement. Donc, en ce qui concerne Sory, je dirais que on a vécu des périodes, bien sûr, comme toutes les entreprises, difficiles. Une des périodes difficiles, ça a été aussi l'arrivée de l'euro pour nous, puisque au départ, un euro était égal à $1, et puis l'euro est monté très haut. Donc, ce qu'on leur vendait 135 euros au début de l'euro et que nos clients allaient chercher dans les pays low cost avec les approches leur venaient à 135 $, donc ça faisait 135 euros. Et quand on est resté quand la parité montait à 35, eh bien, les produits que nos clients achetaient 135 $, leur coûtaient plus de 100 euros, donc 35% de perte de compétitivité. Et puis, je dirais qu'aux alentours de 2015, à peu près un petit peu avant, j'ai fait justement le pari que cette parité euro-dollar ne resterait pas à ce niveau-là. Et que faire pour redevenir compétitif avec une parité euro-dollar autour de 1,15 ? Et c'est là que j'ai tout refait l'usine. Bien sûr, on a à la fois, le premier objectif, c'était de retrouver de la compétitivité internationale avec cette parité aux alentours de 1,15. Et puis, bien sûr, de faire de la RSE, d'améliorer toutes les conditions de travail et l'empreinte environnementale de l'entreprise. Et c'est là qu'on a fait toute cette robotisation, une robotisation, je veux dire, adaptée à une PME, et qui nous a permis de gérer nos flux et de baisser des coûts de production entre, je veux dire, de 15 à 20%.
et de ce fait-là, récupérer des parts de marché au niveau international et recréer de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la robotique, des fois, je dis, tout le monde, on entend parler quelquefois qu'elle va faire perdre des postes, de faire perdre de l'emploi, mais non, alors, la compétitivité refait trouver l'emploi. Robotisation, informatisation des process, tout ça était des gros investissements. On va voir maintenant comment Sori précisément a grandement contribué à cette nouvelle activité de concepteur automobile. Alors, c'est une passion que vous nourrissez depuis tout jeune, depuis adolescent. Oui. Vous avez écumé les championnats d'Europe, les championnats du monde de voitures radiocommandées thermiques. Bon, évidemment, vous vous êtes dit un jour, il faut que je produise ma propre voiture. Voilà, c'est vrai que la passion automobile, comme vous venez de le dire, elle date de tout petit. Donc j'ai d'abord joué avec les petites voitures, on va dire ça comme ça. Et puis, même si j'étais déjà un peu grand, en grandissant, je dirais, envie de voir grandir ses jouets. Et puis j'ai toujours aimé rouler différent, quoi. Donc j'ai vu passer dans mon garage plein de véhicules, je dirais, de très très faible diffusion qui n'étaient pas forcément homologués en France. J'ai côtoyé beaucoup de petits constructeurs à travers l'Europe. Et quand j'ai voulu rouler avec des véhicules qu'on ne trouvait pas en France, je les ai importés pour mon plaisir, pour moi, à titre personnel. J'ai travaillé sur l'homologation, la mise en conformité de ces voitures, et j'ai homologué, et j'ai obtenu des cartes grises sur des choses où on m'a dit ça sera très difficile. Donc le impossible, pas français, on est un peu gaulois. Et l'étape d'après, c'est de dire je vais faire ma propre voiture. Voilà, en ayant côtoyé tous ces petits constructeurs, j'ai eu envie de faire ma voiture. Au départ, c'est un projet personnel. Et puis les copains m'ont dit écoute, il faut partager cette passion. Et puis voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure-là. Ouais, effectivement, c'est aussi une aventure de copains. On va citer Gilbert Dognon quand même, qui est à vos côtés, qu'on verra peut-être dans le reportage tout à l'heure. Mais bon, en 2019, en tout cas, Devalier est né. Voilà, j'ai créé Devalier fin 2019. Et 2019, ça a été la réalisation de notre premier proto. Alors, bien sûr, comme on va dire au départ, tout petit, avec une bande de passionnés, en fait, comme ça. Et donc, on a fait notre premier prototype, un vrai prototype roulant, en 9 mois. Le 10 février 2019, la feuille était blanche. Bon, alors je veux dire que je savais bien dans ma tête ce que je voulais faire, la conception du châssis, le look du véhicule, tout ce qu'il en était, toutes ces choses-là. Mais 9 mois après, on exposait cette voiture-là, roulante. Une voiture authentique et rebelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, authentique et rebelle, qu'est-ce que c'est ? L'authenticité, c'est l'authenticité du pilotage. Aujourd'hui, on a des voitures avec ce qu'on appelle des ADAS, de plus en plus d'aide à la conduite pour tout ce qui est grande série. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de mobilité. Et nous, on veut retrouver le plaisir de conduite et avec justement de voitures qui ont zéro assistance. Donc, voilà, alors pas d'ABS, pas de direction assistée, c'est le plaisir de la conduite. Voilà, pas de béquille électronique. Donc, une conduite intense pour retrouver les sensations de la route. C'est ça l'objectif. Voilà, ça c'est l'authenticité de la voiture. Et le côté rebelle, c'est parce que bien sûr on fait une voiture thermique où on est en train d'entrer dans l'ère de l'électrique. Mais ceci étant, on est écologiquement correct, vu qu'on a une voiture avec un très très faible niveau de CO2 et une carte grise très basse, donc une fiscalité qui est complètement décalée et iconique pour ce type de véhicule avec cette petite machine à sensation sans être un rebelle sur la route. Parce que la vraie prouesse effectivement du concepteur, là ça a été de créer une voiture ultra légère et puissante. Voilà, c'est ça. Donc de mixer un peu les deux, avec en reprenant un petit peu la stratégie de Colin Chapman, Light is Right. Donc, le fait de faire cette voiture-là, qui est très basse, qui est très ouverte, donc ça fait que c'est une véritable machine à sensation, et donc sans être un délinquant sur la route, parce que les sensations, on les a à 0 à 100 km/h. Et donc, moins de 5 secondes. Voilà, moins de 5 secondes, oui, de 0 à 100. On a un rapport poids-puissance qui est proche d'une Porsche Turbo, donc pour citer les choses. Et donc pour revenir sur... J'ai perdu votre question. Alors, je disais qu'elle était absolument... très très légère. On a 680 kilos avec 225 chevaux. Voilà, c'est ça. Donc... Et donc de ce fait-là, je dirais que cette machine à sensation fait quand même, on est sur une voiture qui, lorsque les gens la regardent, ils disent ça va pas être confortable. Non, au contraire, c'est pas un skateboard à roulettes. La place passager, c'est pas une punition. Donc c'est une voiture pour faire des road trips à deux. Et malgré, je dirais, sur ce type de créneau-là, on a une voiture avec un vrai coffre qui est très volumineux, qui lorsqu'on a la capote rangée dans le coffre, on a toujours un espace de rangement de 300 litres. Pour une valise. C'est très rare. Donc, et ce qui fait que on peut très bien partager la route avec madame.
Donc un roadster 2 places, un néo-rétro, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on n'a pas dit son nom, c'est la Mugello. Mugello 375F. 375F. Bon, Mugello, c'est le nom du petit clin d'œil à Ferrari, quand même, au passage. Circuit italien, vu que c'est vrai que sur la voiture, quand on regarde la carrosserie, on évoque un peu les voitures, italiennes. La Mugello, donc une voiture conçue, fabriquée, assemblée à la main dans un atelier de 800 mètres carrés, un atelier que vous avez construit en 2021 à Tullin. Une voiture made in France qu'on va découvrir avec ce reportage. Comme un air de 50s dans ce garage de Tullin. Ici, 6 passionnés assemblent à la main un bijou de l'automobile nommé Mugello 375F, le premier modèle de Devalier, un constructeur tullinois. Ils viennent tout juste de terminer leur 15e voiture. Je suis passionné de voitures depuis tout petit. J'ai toujours aimé rouler différent et de ce fait-là, j'ai côtoyé des petits constructeurs et j'ai importé et homologué quelques véhicules originaux. Ce que j'aime bien, c'est ce look un petit peu cigare de toutes ces anciennes voitures de course. Et quand on roule avec ça, on a l'impression d'être un peu un Fangio sur la route. Depuis longtemps, Hervé avait cette idée en tête, créer sa propre voiture. Directeur depuis 40 ans d'une entreprise spécialisée dans le rangement, il a mis à profit les capacités industrielles de son usine pour fabriquer toutes les pièces métalliques du bolide. Avec l'aide d'un ancien concepteur des réservoirs des fusées Ariane, il modélise un prototype en 2019 et lance la commercialisation en juin 2023. C'est un petit roadster sportif. Au niveau de l'homologation, la voiture est limitée électroniquement à 235 km/h. Et on fait un 0 à 100 en 4 secondes 6. Et on a des très très belles reprises potentielles. On se fait plaisir, j'ai un petit atelier de production. Le client va tout choisir, il va choisir bien sûr les couleurs du cuir, il va choisir tout l'habillage de sa voiture. À part les roues qui sont anglaises et la boîte de vitesse japonaise, la fabrication est française. La carrosserie est réalisée à Barbière dans la Drôme, la sellerie à Saint-Marcelin, le moteur d'1,6 litre vient du groupe PSA. Et le châssis, qui assure la solidité de la voiture, est fabriqué dans leur atelier. Beaucoup de petits constructeurs aujourd'hui qui se situent par exemple en Angleterre travaillent uniquement avec des sous-traitants et ne font que de l'assemblage. Ici, on réalise nos châssis au quotidien sans intervention extérieure. L'aluminium, la plupart du temps, les châssis sont rivetés, collés. Ça, c'est une technique qui est issue de l'aviation. Par contre, n'ayant pas ce savoir-faire, mais maîtrisant parfaitement la soudure, on a fait le choix de réaliser les soudures qui permettent d'avoir des ensembles très rigides. Et c'est ce que requiert une voiture performante et qui tient bien la route. Ce roadster de 680 kg nécessite 3 semaines de fabrication. Son prix, environ 100 000 €. En 2023, 8 exemplaires ont trouvé preneur et l'objectif pour les années à venir est de porter ce chiffre à 15 ventes annuelles. Alors, on a parlé de mécanique, on a parlé de technique, on va parler un petit peu du look et de l'hyper-personnalisation de cette définition de cette voiture. Oui, donc je dirais que ça faisait partie aussi des objectifs, c'est que chaque client peut, je dirais, à partir du moment où on reste dans l'homologation, va complètement choisir la personnalisation de sa voiture. Bon, les couleurs de carrosserie, c'est une chose. Il y a tout un tas d'ensembles de partout. Le tableau de bord, l'organisation de tableau de bord, les sièges, vraiment tout est. On a un configurateur à l'atelier qui permet de faire un rendu réaliste virtuel pour voir un petit peu en amont, je dirais, telle qu'elle va être la voiture. La configuration telle que le client la demande et à chaque fois on va la peaufiner un petit peu, donc il va même choisir la couleur du fil avec laquelle on va faire les surpiqûres s'il y a des surpiqûres sur les sièges. Même les suspensions peuvent être personnalisées. Oui. Les suspensions, je dirais qu'après si les gens vont voir sur le site internet, on a une petite vidéo que l'on a fait nous aussi en interne qui permet de voir toute la technologie mise en œuvre et tous les réglages de suspension parce que dessous c'est fait comme une voiture de course, même si j'ai pas fait une voiture pour faire des temps sur circuit. L'objectif c'est de profiter de la route. Bon, chaque voiture est unique, elle est signée, on a vu la petite plaque. Oui, ça fait partie des choses. Et quand on livre les voitures aux clients, en fait, tout au long du montage de la voiture, on va faire des photos et on va lui livrer avec sa voiture sur une clé USB, je dirais, toute la naissance de sa voiture. Bon, c'est des petits bijoux, on ne va pas se mentir, c'est vraiment des bijoux pour passionner. Le prix
Le prix, oui, bien sûr, il y a un prix d'entrée à tout cela. Donc, il faut compter 100 000 euros. Donc, bon, c'est sûr que ce n'est pas forcément ouvert à toutes les bourses, mais dans ce petit milieu de passionnés, je dirais qu'on a trouvé notre clientèle. L'objectif, c'est quoi? C'est d'en produire une quinzaine par an, c'est ça? L'objectif, voilà, c'est d'en produire, là, comme on l'a vu dans le reportage, on en a fait 8 sur 2024. On en a mis 16 au programme sur 2025. Après, en fonction de la demande, si on veut, je dirais, on a prévu d'en faire jusqu'à maximum 30 par an. Mais ça va dépendre un petit peu des ventes à l'export. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a une homologation française, mais qui nous permet de livrer à travers toute l'Europe sans aucun problème. Et on a aussi vu que maintenant, on arrive avec tous les essais d'homologation que l'on a fait, qu'on arrive facilement à vendre aux États-Unis. On a vendu notre première voiture aux États-Unis et on commence à avoir des approches du côté des Émirats arabes, donc un petit peu de partout sur la planète, ce qui est très agréable. Bon, une belle aventure. L'objectif là pour les mois qui viennent, alors je crois qu'il y a 1 ou 2 modèles supplémentaires en préparation. Oui, alors là, bon, on va peut-être pas tout dévoiler tout de suite, mais c'est vrai que... Vous n'allez pas rester à un modèle. Sûr, non, on va pas rester là. On va pas rester là-dessus. Moi, je suis un créateur, j'aime ça. Donc, il y a déjà pas mal de petites choses dans les tiroirs. Alors, c'est vrai que on va sortir un autre modèle avec les roues découvertes, comme celui-ci. Et puis, par la suite, il est prévu un modèle avec les 4 roues couvertes, qui celui-là aura des portes, sera un petit peu différent. Donc, pour aller chercher d'autres clientèle. Voilà. Et est-ce que j'ose parler de modèles électriques, même si ce n'est pas trop la philosophie? Alors les modèles électriques, on y a pensé depuis le début. On avait même pensé à faire quelque chose d'un peu original au niveau de l'électrique, qu'on commence d'ailleurs à voir dans les grandes séries, parce que les toutes premières voitures électriques, il n'y avait pas de boîte de vitesse. Et donc, nous, dès le début, on s'était dit, si on fait une voiture électrique, on va lui mettre une boîte de vitesse, certes, peut-être automatique ou des choses comme ça, pour retrouver des sensations d'accélération dans les vitesses intermédiaires. Parce que le moteur électrique a beaucoup de couple à bas régime, mais c'est l'inverse du thermique, et dès qu'on monte dans les tours, il y a un peu moins de couple, et quand on réaccélère, les sensations sont moins là. Par contre, à ce jour, chaque fois qu'on nous pose la question, je dis, voilà, si demain on vous propose la voiture électrique, est-ce que vous en prenez une? On nous répond que non. Donc, voilà, pour X raisons, les sorties club, les choses comme ça, ou lorsqu'on est à plusieurs, quand on a besoin de recharger les voitures pendant les pauses de midi, on n'est pas sur les heures d'autoroute avec des charges rapides. Et donc là, ça devient un vrai problème de faire des balades dans les Alpes ou des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait dans la philosophie de départ. Mais enfin, il ne faut pas, effectivement... Les choses évolueront certainement, parce que ça va dépendre de la manière dont évoluent les batteries et puis les temps de charge des batteries. Merci en tout cas, bravo pour cette initiative Didier, une belle aventure de passionné et puis également couplée à l'entreprise Sory qui est quand même là aussi l'entreprise sœur. Oui, je me permets, si c'est clair, parce que de toute façon, si je n'avais pas eu à ma disposition tous ces moyens techniques et ce savoir-faire de Sory, jamais je n'aurais pu réaliser ce rêve de passionné. Non, mais je crois que c'est très bien que vous puissiez, Christophe, parler de ce type d'entreprise, parce que c'est une aventure industrielle. Et si on veut faire venir les jeunes vers l'industrie, il faut leur montrer aussi ce type de belle réussite avec à l'issue un très beau produit. Donc c'est de l'industrie très haut de gamme et je pense que c'est très important d'en parler. Et ça se passe dans notre région. Bon, là, les recrutements, j'imagine qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Les recrutements, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Les candidatures sont nombreuses. Et puis après, je tiens quand même à le dire aussi, je suis quand même, je dirais, un industriel qui est ancré sur le territoire. Le reportage l'a dit aussi. Vraiment, et puis que ce soit au niveau de Sory ou au niveau de Devalier, je dirais qu'on fait un maximum de choses avec la proximité industrielle et on évite de les chercher loin, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut faire chez nous, quoi. Bravo, merci beaucoup, merci à Vialet d'avoir été avec nous. Didier Bruno, merci beaucoup. Merci. Rendez-vous très bientôt. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.